Pas mal. Si t'as aimé la performance de Robert Whittaker ce week-end, tu vas aimer mon dernier livre, L'art de la bagarre. Le lien est en description. Pas grand chose à dire et grand chose à dire à la fois. Fantastique performance, quasi parfaite, un masterclass on peut dire. C'est ce qu'on appelle typiquement être meilleur partout que son adversaire. Whittaker a été meilleur dans tous les aspects, en lutte, en pied-point, en grappling, et en plus de ça, en pied-point, il y a eu vraiment... Il a dominé partout, il a dominé dans tous les échanges, que c'était en dehors du kicking range, que c'était dans le kicking range, que c'était en boxing range, que c'était à l'échange. Quand il initiait, quand Gastelum initiait, c'est tout le temps lui qui remportait les échanges. Quasi tout le temps. Gastelum n'a pas fait un moche combat, mais il a été incapable de s'installer dedans parce que Whittaker a dominé de A à Z. Vraiment de A à Z. Comme je l'avais dit dans la prévue, ils allaient jouer beaucoup sur la distance. On allait avoir beaucoup de parts de combat en dehors du kicking range. Et clairement, ce qui s'est passé, c'est, comme j'avais dit, Gastelum est généralement plus petit que ses adversaires. Donc il a deux options. Soit il met la pression, soit il reste en dehors du kicking range et il essaye de contrer quand son adversaire rentre dans sa distance à lui. Le souci qu'il a eu, c'est que Whittaker avait juste le meilleur timing. C'est-à-dire que Whittaker, il acceptait d'être en dehors du kicking range, il y rentrait à sa propre guise, et quand il rentrait au kicking range ou au boxing range, il touchait sans se faire vraiment toucher. Donc c'est lui qui dominait tous les échanges. Le meilleur exemple, c'est son high kick dans le premier combat. C'est lui qui initie l'action. Il touche avec son jab, il touche avec son high kick. Gastelum recule et n'a même pas l'occasion de contrer cette attaque parce qu'il n'a pas eu le bon timing, il n'a pas eu la bonne lecture, il n'a pas trouvé son ouverture pour contrer ce genre d'attaque. Et ça a été comme ça pendant tout le combat. Du coup, Gastelum s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas être dans l'attente puisqu'il n'arrivait pas à contrer Whittaker. Donc il a eu les bons réflexes de vouloir mettre la pression et de vouloir initier lui-même l'action. Et c'est là où la variété du jeu de Whittaker a pris le dessus. Il a fait des contres synchronisés, il a fait des contres asynchrones, il a désengagé, il a vraiment joué avec le timing et la distance et il avait vraiment la main mise sur tout. Et le peu de fois où Gastelum venait trop rapproché, hop, double underhook, amené au sol. Il l'a fait dans le premier round, il l'a fait dans le deuxième round et à ce moment-là, Gastelum savait qu'il ne devait même pas venir au clinch contre Whittaker puisqu'il a clairement compris qu'il n'avait rien à faire en lutte contre lui. 2 fois, il s'est fait amener au sol. En début de deuxième round, il essaye une single leg qui est défendue super facilement. Encore 2-3 fois, à 2-3 reprises dans les rounds qui ont suivi, vraiment une performance qui était hors norme de Robert Whittaker. On va d'ailleurs commencer par là. Il n'y a pas photo. Le prochain combat pour Israel Adesanya, ça doit être la revanche contre Robert Whittaker. Clairement, cette performance vaut 1000 fois plus que la belle performance quand même de Vettori la semaine passée. Mais gagner de cette manière contre Kelvin, voilà, ça amène obligatoirement et automatiquement vers son title shot qui est amplement mérité. 3 victoires d'affilée, 3 victoires contre des gros noms, 3 victoires sans appel et surtout celle-ci 50-45 chez les 3 juges. On aurait même pu argumenter pour un 50-44 je trouve. Donc voilà, il était juste meilleur à toutes les distances, il était meilleur dans tous les échanges, même défensivement il était vraiment bien en place. Alors évidemment 25 minutes de combat, il a encaissé des coups, il a perdu certains échanges, mais dans la globalité, il a dominé tout le combat. Alors, j'ai juste prévu quelques séquences à observer pour illustrer ce que je viens de dire, parce que, comme je disais, il y a beaucoup, mais il n'y a pas grand-chose à dire. Il a juste dominé de A à Z. Je vais juste montrer quelques séquences ici. La première, ça illustre très bien le combat. Donc ici, on a... J'ai oublié de parler des feintes. Il utilisait aussi beaucoup de feintes, ce qui faisait que Kelvin Gastelum ne savait jamais ce qui allait arriver, que ce soit offensivement ou défensivement. La variété du jeu, je vais peut-être aller un peu plus loin avant de montrer les séquences. Donc, Whittaker feintait. Donc de temps en temps, Gastelum était face à une fausse attaque, une feinte qui le faisait réagir. De temps en temps, il feintait pas, il faisait une single attaque. Donc il était là peut-être à penser qu'une feinte arrivait, c'était pas une feinte, il se faisait toucher avec une single attaque. De temps en temps, il combinait. Donc de temps en temps, Gastelum était là à croire que c'était soit une feinte, soit une single attaque qui arrivait. Et en fait, non, c'était une combinaison. Et à l'inverse, de temps en temps, il pensait qu'une combinaison allait arriver alors que c'était une feinte ou une single attaque. Donc la variété du jeu
en initiation de Whittaker était juste ouf. Et en plus de ça, c'était avec des jabs, avec des crochets, avec des directs, avec des kicks sur les 3 niveaux. Donc il a varié sur les niveaux. C'est vraiment une performance complète en pied-point de Whittaker. Et il variait aussi, c'est-à-dire que quand le combat était moins actif, il allait faire une petite touchette, un petit low kick extérieur, un petit low kick intérieur, des oblique kicks, des high kicks, des front kicks, il en a envoyé beaucoup aussi. Donc il était tout le temps dans l'activité juste pour montrer à Gastelum que il pouvait pas s'installer dans le combat. Et pareil en contre, comme je l'ai dit, quand Gastelum essayait d'attaquer, il était soit face à quelqu'un qui désengageait, donc il devait aller chercher plus loin, puis quand il pensait qu'il allait désengager, il attaquait, il se faisait contrer de manière synchronisée, puis quand il attaquait et il pensait peut-être qu'un contre synchronisé arrivait, il y avait un contre asynchrone qui arrivait, c'était magnifique. Et de temps en temps, il se faisait contrer en anglaise, de temps en temps avec des kicks, de temps en temps de nouveau avec des takedowns réactifs. Son esprit était rempli d'informations et il était perdu dans ce combat, il faut l'avouer. On le sentait, entre les rangs, il regardait Rafael Cordero, son coach, avec des grands yeux, dans l'attente d'une solution magique que son coach a été incapable de lui donner. Donc, encore une fois, je dis ça, c'est pas pour décrédibiliser ni quoi que ce soit. Robert Whittaker a juste été largement au-dessus à tous les niveaux et on a vu un Kelvin Gastelum qui, gros mental, est resté jusqu'au bout, a continué à chercher la victoire, mais elle était complètement introuvable pour lui. Donc ici, quelque chose qui illustre bien, c'est une séquence d'une 15-20 secondes. Donc feinte de jab, il vient chercher plus loin avec le jab. Donc il y a une feinte. Robert Whittaker se rend compte que Gastelum est en train de désengager et qu'il ne cherche pas à contrer. Il sait qu'il y a une ouverture, il vient chercher plus loin avec son double step, dont quelque chose qu'on avait parlé avant le combat. Il vient toucher. Donc il vient de gagner cet échange. Maintenant Gastelum qui essaye d'attaquer aussi avec ce double step, on a un contre synchronisé. Donc ici on casse complètement le rythme, je remets. Gastelum veut faire à peu près la même chose que ce qu'on vient de lui faire. Double step, boum, le direct en contre et son overhand qui rate. De nouveau, main mise pour Whittaker ici. Une attaque, là c'est un contre asynchrone. Donc on revient un peu en arrière. Ok, donc ici Gastelum attaque de nouveau. On désengage d'abord du côté de Whittaker. Boum, le jab qui touche. Et il n'y a rien qui touche pour Gastelum. Ici je veux juste parler de la main droite de Whittaker. Elle était tout le temps en place, tout le temps sur le côté droit de son visage. Il a défendu, absorbé beaucoup de cross et d'overhand et de crochet arrière de Gastelum grâce à cette main qui venait protéger le côté de son visage. C'était vraiment superbe. Voilà. Ici, il désengage complètement. Il reprend le centre intelligemment. Maintenant qu'on a repris le centre, donc là, on a une feinte de Gastelum. On ne réagit pas du côté de Whittaker. On attaque et là, ça c'était juste superbe. Il avait envoyé beaucoup de high kick. Donc Gastelum commençait à monter sa main. Et ici, il fait le même début de mouvement qu'il avait fait dans le premier round pour aller placer son high kick qui avait touché. Et il vient chercher le corps. Donc le jab, le middle kick qui vient toucher. Et puis de nouveau un jab. Donc vraiment, cette séquence de 15-20 secondes, elle illustre super bien le combat. C'est Whittaker qui avait le contrôle du combat. C'est aussi simple que ça. Il avait la main mise sur le combat dans sa globalité. Ici, juste pour vraiment illustrer, ça c'est la gestion du rythme. On a un Gastelum qui vient mettre la pression, il essaye d'attaquer, il prend un jab. Ici, le petit crochet qui vient toucher, c'est pas un crochet qui fait mal, ça vient toucher le haut des côtes, presque l'aisselle, mais ça montre juste, j'ai le contrôle de la distance. Chaque fois que tu rentres dans une distance où je peux te toucher, tu vas te faire toucher. C'est un message que Whittaker a envoyé en permanence dans ce combat. Alors, qu'est-ce que je voulais montrer dans cette séquence? Voilà, la feinte, c'est de nouveau. Il faut vraiment se mettre à la place de Gastelum ici. Une feinte et puis le jab. Donc de nouveau, on vient faire une feinte. Ok, quand il fait ce mouvement-là, c'est une feinte qui vient. Il refait le même début de mouvement et là, il y a le jab qui sort, ça touche. Donc, mentalement, pour Gastelum, c'est très compliqué. Je me suis fait toucher. Là, j'attaque. Et il y a tout le temps quelque chose qui vient. Gastelum essaye d'attaquer, de casser la distance. Et même si Whittaker ne touche pas dans cet échange précis, on voit que Gastelum, il ne sait pas quoi faire. Il est en train juste de bouger la tête parce qu'il n'a pas d'autre solution. Il y a tout le temps une arme, quelque chose qui vient pour lui encombrer l'esprit, les pensées. Et au final, je crois de nouveau un jab, le frame et on sort. Donc, encore une fois, c'est Whittaker qui décide de la distance.
On est juste un peu après. Et regardez la précision de ce jab. Hein. Vraiment la tête de Whittaker, de Gastelum qui part vraiment sur le côté, comme si c'était un direct qui avait été encaissé. On essaie de chercher le clinch. Non, il y a un frame. On pousse comme si c'était un enfant. Ouais, tu restes pas près de moi, je veux pas être au clinch. Ici, en combinaison. Et puis, on casse le rythme de nouveau. Donc, la séquence d'avant que j'avais montré, c'était feinte, single attack. Ok. Et donc ici, on est dans une séquence où c'est pas des single attack. Une combinaison, 3 frappes. On essaie de casser la distance, de nouveau un direct qui vient casser le rythme, un push kick, tout le temps occupé. Il y avait tout le temps de l'activité dans ce combat et l'activité allait chaque fois. Ah, et ça c'est le petit dernier détail que j'ai oublié de parler en intro, c'est que Whittaker a vraiment cette force d'attaquer sur ce qu'on appelle des blind spots. Il a une très très bonne faculté à se positionner de sorte à ne pas être dans l'axe de son adversaire et d'attaquer avec des armes que l'adversaire ne voit pas. Je veux dire, si je suis comme ça par rapport à mon adversaire, ma main bloque légèrement une partie de ma vue, comme les chevaux qui ont des œillets. Donc, si je suis comme ça et que j'ai une attaque qui vient de là, je la vois au dernier moment où je la vois pas du tout. Whittaker, il a vraiment une faculté à se positionner de sorte à ce que son adversaire ne voit pas ses attaques venir. Et ici, c'est un très bon exemple. On a un jab direct qui vient d'arriver. Et là, regardez. Hein, donc, je ne sais pas si on voit bien, mais Gastelum, clairement, son regard vient sur sa propre gauche et son bras cache complètement la vue de son regard vers la droite. Et du coup, on a un crochet qui vient ici et il le voit complètement pas venir. Hein. C'est dans l'angle mort. Ça le touche. Et d'ailleurs, juste après, je ne sais pas si j'ai la séquence, mais on voit un petit... on voit Kelvin Gastelum qui montre ses respects, qui dit un petit oui, tu m'as bien touché. Voilà, je pense que c'est suffisant pour illustrer ce combat. À la base, j'avais voulu montrer les takedowns, etc. Mais si tu regardes cette vidéo, tu as vu le combat, donc tu t'en souviens suffisamment que pour savoir ce que je veux dire par il avait la main mise sur tout, que ce soit en pied-point, au clinch, en lutte, même le peu d'échanges qu'il y a eu au sol, clairement c'est lui qui les dominait. Et debout, à toutes les distances, c'était pour lui. Si on était en dehors du kicking range, quand Gastelum essayait de casser la distance, il se faisait toucher en passant par les distances, les différentes possibilités de Whittaker. Quand Whittaker engageait, c'est lui qui gagnait l'échange et qui se faisait très peu contrer. Et voilà, je ne vais pas me répéter davantage. Donc, performance magnifique de Whittaker. Est-ce que je parle de... Alors, selon moi, Jake Paul contre Ben Askren n'a rien à voir dans cette vidéo. On ne peut pas comparer un combat de cette qualité avec le combat de boxe qu'on a eu. Mais puisque j'ai fait une preview sur les deux, je me dois de parler des deux. Alors, interlude, vous aimez Pride or Die, évidemment que vous aimez Pride or Die. Moins 15% avec le code promo Chris15, le lien est aussi en description. Ok, bon. Jake Paul contre Ben Askren. Je me suis rendu compte en fait sur base des commentaires de la vidéo que j'avais faite avant le combat que j'avais potentiellement laissé sous-entendre que Ben Askren était favori selon moi. C'était pas du tout le cas. J'ai répondu d'ailleurs avant le combat parce qu'après le combat c'est facile de répondre à ça. Mais avant le combat j'avais bien précisé que selon moi c'était mérité que Jake Paul soit favori. C'était évidemment pour les odds makers. C'était très difficile à faire des odds parce qu'on a d'un côté quelqu'un qui a jamais boxé, de l'autre côté quelqu'un qui a jamais boxé contre des bons boxeurs. Et il y avait vraiment ce truc de dire que Ben Askren a une excellente expérience de combat. Il a combattu contre des très bons strikers en MMA et il a su survivre. Et clairement, la stratégie, le chemin vers la victoire pour Ben Askren, c'était de survivre le début du combat et puis commencer à s'imposer grâce à son expérience, à sa durabilité, à son cardio surtout. Et il allait pouvoir potentiellement mettre en difficulté quelqu'un qui manquait d'expérience par rapport à lui, qui allait peut-être commencer à stresser quand son cardio commençait à vachement diminuer. Ça aurait pu se passer comme ça, mais évidemment quand ça se finit au premier round, on ne sait pas dire. On sait pas dire, mais bon, clairement, il y avait une grosse différence de niveau en boxe anglaise, ça c'est clair et net. Jake Paul a gagné. Alors, on va pas te décrédibiliser. Jake Paul, c'est une belle victoire. Il a trouvé son ouverture, il a bien lu le jeu, il a été plus patient que dans ses premiers combats. Donc on voit qu'il commence à mûrir en boxe anglaise et on peut dire que voilà, sur les 4 ans, il a bien évolué.
son KO, il surengage clairement. Donc un boxeur d'expérience, un boxeur pro, il va pouvoir capitaliser là-dessus, c'est clair et net. Pas clair et net, c'est clair et net. Il y a ma femme qui rigole. Mais Ben Askren n'avait simplement pas le niveau pour capitaliser sur quelqu'un qui surengage en boxe anglaise. Ben Askren a fait une énorme erreur de préparation où je sais pas, je l'avais dit dans ma preview, hein, c'est tendre les bras. S'il le faisait au bon moment pour chercher le clinch, c'était une bonne idée. Tendre les bras défensivement en boxe anglaise, c'est une très très mauvaise idée, surtout contre quelqu'un qui, sur le peu de vidéos qu'on a, on sait que son arme la plus puissante, c'est son cross/overhand, un peu arrondi ou fort arrondi. Du coup, tendre les bras, et principalement le bras avant, le bras gauche, c'était une idée exécrable. Et clairement, sur la séquence qui précède le KO, Jake Paul envoie un jab ou une feinte de jab suivi du overhand. Et on voit Ben Askren tendre le bras gauche et c'est sa main droite qui vient croiser ici. On dit généralement c'est mauvais de croiser pour défendre. Bon là, en l'occurrence, c'était pas mal, c'est ce qui l'a sauvé. Littéralement une seconde après, exactement la même attaque de Jake Paul et exactement la même défense de Ben Askren, sauf qu'il ne croise même pas la main. Donc il tend le bras, il est complètement ouvert et il vient encaisser. Alors que l'attaque vient de venir... Normalement, dans sa tête, il aurait dû avoir le réflexe de dire « Ouf, j'ai eu chaud, je viens défendre avec ma main gauche. » Enfin, peu importe, manque d'expérience en anglaise. Donc voilà, bien joué de la part de Jake Paul. On va finir sur un petit débat, parce que j'en ai vu pas mal se plaindre, entre guillemets, des primes de Jake Paul et Ben Askren par rapport aux primes de Gastelum et Whittaker. Alors, d'un point de vue purement sportif, d'un point de vue purement mérite/effort dans le sport, c'est malheureux, c'est injuste, on pourrait dire, parce que clairement, Whittaker, Gastelum, ils s'entraînent depuis des années, ils ont atteint un niveau qui est extraordinaire dans le sport, qui est le MMA, et ils ont été largement moins payés que Jake Paul, qui fait seulement son 3e combat de boxe contre des gens qui ne sont pas des boxeurs, et ils gagnent beaucoup plus. Alors, d'un point de vue purement sportif, oui, c'est injuste, mais... on est dans un monde où on n'est pas dirigé par le sport, on n'est pas dirigé par les capacités ni même les compétences, on est dirigé dans un monde qui est dirigé par l'argent. Qui dit argent dit on va plus donner d'argent à ceux qui rapportent le plus d'argent. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Jake Paul n'a pas donné autant d'efforts que Robert Whittaker dans sa carrière sportive, mais il a certainement donné énormément d'efforts dans sa carrière business. Il a développé une communauté. Alors, on peut dire ce qu'on veut, hein, il a une communauté de débilos. C'est comme ça que fonctionnent ceux qui font de la télé-réalité aussi. Le monde est rempli de gens paresseux qui aiment bien regarder la télé, qui aiment bien rien faire, qui aiment pas se prendre en main et du coup qui vont devenir fans de personnes qui font comme eux, qui font rien, qui passent juste à la télé et puis dès que tu passes dans un écran, t'es une star. On doit accepter ça, c'est la réalité des choses. Et les frères Paul ont complètement capitalisé là-dessus. Ils se sont créés une communauté monumentale. Ça représente du travail. Il y a beaucoup de gens qui rêvent de savoir faire ça et eux, ils sont arrivés. Il y a du mérite, entre guillemets, là-dedans. Et comme je disais dans ma preview, il y a du mérite, il y a du respect à donner à ces frères qui sortent de leur zone de confort, entre guillemets, pour venir boxer. Ils ont une communauté tellement large qu'ils se font déjà des millions sur YouTube. Ils n'ont pas besoin d'aller boxer pour avoir une vie riche et luxueuse. Mais ils le font quand même. Donc oui, c'est la réalité du monde. Si un combattant aujourd'hui veut gagner beaucoup d'argent, idéalement, il doit être et bon et très fort en marketing. McGregor, par exemple. Est-ce que c'est mieux financièrement d'être fort en sport ou d'être fort en business? Financièrement, c'est mieux d'être fort en business. C'est logique. Voilà. Donc aujourd'hui, les combattants ont simplement un choix. Soit on se concentre uniquement sur le sport, mais alors on accepte qu'on ne sera pas le mieux payé au monde parce qu'on n'apporte que... En fait, c'est une vue un peu égoïste de se concentrer uniquement sur sa carrière sportive parce qu'on ne va pas apporter de plus à la promotion qui nous choisit. Donc on va signer à l'UFC, on ne va pas leur rapporter de vues parce qu'on n'a que 3000 followers. Eh ben, il faut accepter qu'on soit payé sur base uniquement de notre performance sportive qui a peu de valeur parce que ce n'est pas ça qui va ramener des millions à l'UFC qui devient notre employeur, par exemple. Si on n'a pas peur d'être ridicule et qu'on pense que à l'argent, un peu comme Ben Askren hier,
eh ben, on peut se concentrer uniquement sur le côté business. Alors attention, hein, Ben Askren, super athlète. Il a une carrière de ouf en MMA. Avant ça, il avait une très belle carrière en lutte. Là, il est venu s'essayer à quelque chose de nouveau en boxe anglaise. C'est pas du tout son fort et tout le monde le sait. Il a été ridiculisé, mais il a été ridiculisé en reprenant minimum un demi-million. Donc c'est un choix. Et puis évidemment, le choix le meilleur à faire pour tout jeune athlète aujourd'hui, c'est de capitaliser sur les deux. Se rendre capable dans son sport de prédilection et en même temps se créer une communauté, se créer des fans, être proche de ses fans. Il faut travailler sur les deux axes. Et il faut travailler sur les deux axes idéalement en même temps, de sorte à ce que nos fans nous supportent dans une défaite et de sorte à ce que notre communauté représente aussi le niveau qu'on est capable d'appliquer dans la cage ou dans un ring. Voilà. Ça, c'est mon avis. Chacun le sien. Je sais qu'il y en a qui vont dire non, c'est scandaleux, il faut mieux payer les athlètes, etc. Oui, effectivement, je suis totalement pour. Je suis pour vivre dans une méritocratie. Malheureusement, la réalité, c'est qu'on est dans une médiocratie et on doit faire avec. Et pour un peu sortir de là et accepter la situation, le mieux à faire, c'est de profiter de cette médiocratie et d'en faire quelque chose qui en redevient une méritocratie en travaillant des deux côtés et en faisant en sorte que on développe une communauté qui va nous rapporter de l'argent grâce à nos capacités en tant que sportif. C'est tout, on se retrouve cette semaine pour l'UFC 261, 3 title fights, Masvidal contre Ousmane, la revanche. Ça va être très très beau, à très bientôt. C'était Chris Gunacht. Ah, comme d'habitude, le like, le commentaire, le partage et s'abonner. Ciao ciao.